alias Chronique Chaotique. Ça avait coupé le micro. Tu me disais que tu rentrais tout juste de voyage. Ouais, exactement. Ouais, je suis arrivé dimanche soir, donc là c'est un peu de fatigue, mais sinon ça va. Déjà, merci honnêtement d'être là, c'est archi cool. Merci de m'inviter, c'est cool. Du coup, tu es chasseur de tornades et de tempêtes depuis 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est concrètement, chasser des tornades ? Chasser les tornades, déjà, c'est d'abord chasser l'orage, en fait, parce que les tornades, elles se forment sous des orages super violents, qu'on a principalement aux États-Unis. Donc, on se rend régulièrement aux États-Unis. La saison, c'est le mois de mai, à peu près, c'est le pic de la saison des tornades aux États-Unis. Et donc, on prend une voiture. Là, on voit des images des images de cette année, d'ailleurs, inédites. Mes abonnés vont être comme des dingues. Aïe, aïe, aïe. Ils vont être trop contents. C'est tout frais. Ouais, c'est tout frais, là, c'est monté d'hier soir. Et donc, on prend la voiture et puis on va à la rencontre de ce qu'on appelle des supercellules. Donc, c'est ces orages assez impressionnants dans les grandes plaines des États-Unis. Des orages vraiment hyper violents et qui prennent des structures nuageuses vraiment magnifiques. On a déjà plein de choses à filmer par l'orage en lui-même. On peut voir de la foudre, on peut voir de la grêle, des choses assez exceptionnelles. Et puis c'est sous ces orages-là qu'au bout d'un moment, si toutes les choses se mettent bien en place, il peut y avoir une tornade qui va se former. C'est fou, parce que du coup, j'avais vu Amixem qui avait fait une vidéo là-dessus justement aussi. J'imagine que c'est parfois beaucoup de frustration parce que là justement on voit toutes les images qui sont c'est impressionnant, c'est l'apocalypse. C'est Netflix, c'est vraiment une scène. Mais j'imagine faut se positionner de manière intelligente. Il y a aussi la partie danger parce qu'il faut pas se retrouver pris. Il y a pas mal de stratégies en fait pour se trouver vraiment au bon endroit par rapport à l'orage. Donc à force d'apprentissage, on sait là où on peut se positionner pour enfin voir si on a de la chance une tornade. Comme celle qu'on peut voir ici. Et donc, il y a vraiment une fenêtre d'observation qui est parfois très courte, qui est très difficile à anticiper. Et bien sûr, il y a le danger, comme tu le disais, mais ça, le danger, j'aime à penser qu'au fil du temps, on arrive aussi à le limiter au maximum et à éviter le plus grave, quoi. Ouais, non, parce que 15 ans aussi que tu fais ça, donc c'est pas juste en mode go rodéo et on se fout dedans, quoi. J'ai une question un peu naïve, mais pourquoi tu fais ça ? Je veux dire, est-ce que c'est juste l'adrénaline ? Est-ce que tu travailles aussi avec peut-être des météorologues pour récolter des données ? Qu'est-ce qui te motive Alors disons que moi, à la base, la démarche, elle est vraiment artistique, en fait. Okay. Moi, l'orage, c'est une passion que j'ai depuis que je suis gamin, depuis que je regardais ça par la fenêtre chez mes parents et que je trouvais ça juste trop beau. Et en fait, au fil du temps, déjà, j'ai vu des documentaires de gens qui faisaient ça, qui allaient chasser l'orage, principalement aux États-Unis. Et je me suis dit, on peut faire ça, en fait. On n'est pas obligé d'attendre qu'ils viennent à nous. On peut prendre une voiture et puis c'est parti, on y va, quoi. Donc, dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai fait ça. Je me suis lancé sur les routes et j'ai pris un appareil photo et j'ai commencé à vouloir garder des traces, en fait, de ces moments-là, parce que ce qui est intéressant avec ces orages, c'est que c'est des moments éphémères et rares. C'est à chaque fois des lumières différentes, des événements incroyables, et juste si on veut en garder une trace, faut être là au bon moment pour shooter et faire des vidéos, des photos, quoi. Et est-ce que l'adrénaline, elle est encore intacte de tous ces moments-là ? Parce que ça fait maintenant 15 ans que tu l'as, donc tu as dû voir des itérations de tornades incroyables. Tu as encore cette petite boule au ventre comme au premier jour ou... C'est une bonne question, parce que c'est vrai que je commence à en avoir vu pas mal, mais ça reste rare, en fait, vraiment les événements très forts, les tornades vraiment fortes comme on a pu avoir là, cette année. On a eu 2 vraiment très, très marquantes. Là, à ce moment-là, il y a quand même toujours des frissons et une adrénaline très forte, et surtout, on a la pression de réussir les images, quoi. Moi, c'est la pression que je me mets, en tout cas. J'ai envie que les images soient parfaites. Elles le sont rarement parce que c'est difficile dans ces moments-là. Mais il y a toujours une intensité. C'est vraiment une passion très forte pour moi. Donc, c'est clair que dès que j'en vois une, je suis heureux de vivre ce moment rare, quoi. Je sais que c'est rare, quoi, et donc j'en profite. C'est trop bien, parce qu'en plus, le fait de le partager, ça doit rendre les choses encore plus puissantes. J'essaye en tout cas de rendre au maximum ce que nous on vit sur le terrain, mais c'est difficile. La vidéo, ça reste très restrictif par rapport à toutes les sensations qu'on a quand on est là-bas, avec le bruit du vent autour, tout ça, la foudre qui s'abat autour. Et d'ailleurs, j'allais dire, excuse-moi de poser des questions. Je profite. T'arrives à profiter ou t'as trop le côté professionnel ? Parce que moi, je sais pas, à l'époque, je faisais des vidéos de déplacement. C'est même pas des tornades, c'est des trucs nuls, mais en fait, tu profites rarement de l'instant quand t'es concentré sur. Il faut absolument que ça rende hyper bien. Donc, est-ce que t'arrives à parfois poser la caméra et juste regarder le truc C'est difficile, c'est clairement difficile. Il y a certaines tornades où je me dis, je les ai pas vues du tout, je les ai vues juste dans l'écran de mon appareil photo et juste elles sont passées comme ça. En fait, ça dépend des circonstances. Des fois, il y en a où on a le temps de se poser un peu, on a le temps de poser le trépied, on a le temps de regarder un peu avec les yeux, et puis d'autres, ça se passe très très vite. On est toujours en train de se repositionner en voiture et tout, ça dépend. Ouais, parce qu'il faut justement se positionner de la bonne manière pour que le truc n'arrive pas justement sur toi, parce qu'il y a des... il y a ça aussi. Il y a déjà eu des cas terribles. Ulcha, pardon. Justement, il y a une équipe avec toi, du coup, pour que peut-être... prendre la main, tu vois, le temps que tu profites un peu. Ouais, alors le truc c'est qu'on est tous passionnés, on part en équipe de chasseurs chevronnés mais passionnés, donc on a tous envie aussi de faire des images, on a tous envie d'en profiter, mais ouais, c'est difficile de trouver
voilà, on veut tous faire les meilleures images, donc on a la même adrénaline dans ces cas-là, et c'est pas forcément évident de se passer le relais, quoi. Ouais, Oui. c'est vraiment impressionnant. Il y a un tweet, justement, Christophe a survécu à El Reno, la tornade la plus grosse du monde. C'est un dieu. Il s'est passé quoi à ce moment? Un peu exagéré. Ouais, alors la tornade d'El Reno, c'était en 2013. Le 31 mai 2013, et c'est vrai que c'était assez particulier puisque c'est la tornade qui, à ce jour, reste la plus large jamais observée dans l'histoire. Donc elle faisait à peu près 4 km de diamètre. Et ça, pour une tornade, c'est vraiment énorme. Parce qu'effectivement, la plupart des tornades c'est ce qu'on voit là, quelques c'est ça dizaines. Voilà, ça, c'est les images de la tornade d'El Reno. Ah ouais. Et donc en fait, cette tornade, au-delà de ses caractéristiques, est restée tristement célèbre parce qu'elle a emporté des chasseurs de tornades ce jour-là. Ah ouais. Des chasseurs américains qui étaient d'ailleurs très, très chevronnés aussi, très expérimentés. Et malgré tout, ils se sont fait piéger par cette tornade. Principalement parce qu'ils ont emprunté une route en terre. Il y en a beaucoup là-bas aux États-Unis, ce qu'on appelle des dirt roads. Donc c'est des pistes un petit peu moyennes qui deviennent extrêmement moyennes. Quand il se met à pleuvoir dessus, ça devient complètement boueux. Et donc, en fait, ils n'ont pas réussi à s'échapper assez vite de la tornade qui arrivait sur eux et qui les a emportés, malheureusement. Parce que là, justement, tu nous dis 4 km, etc. Pour se rendre compte, là, déjà, on voit un peu le bordel. C'est assez massif, ouais. Quand t'es pas loin, on voyait tout à l'heure, justement, avec le pare-brise, justement, qui était brisé. C'est quoi la vitesse des vents, tu vois, justement, quand t'es dedans? Parce que j'ai vu quelques vidéos aussi où vous êtes vraiment pris dedans, limite, vous êtes plus en train de bouger, quoi. Ouais, bah alors nous, on évite quand même d'aller dedans parce qu'on est vraiment équipé léger avec juste notre petite voiture de location. Mais on s'approche assez près quand même. Là, sur cette tornade-là, c'est difficile de mesurer les vents à l'intérieur d'une tornade. Il n'y a aucun instrument qui y résiste, forcément. Mais cela dit, il y avait quand même ce qu'on appelle des camions Doppler, donc des radars embarqués sur des camions en fait, qui ont pu mesurer à peu près la vitesse des vents dans cette tornade. Et il y a une rafale qui a été mesurée à 475 km/h dans cette tornade-là. Et on estime qu'il y a eu des rafales beaucoup plus fortes dans ce qu'on appelle des sous-vortex, des sous-tourbillons qui étaient au sein de la tornade. Et donc forcément, là, dans ces cas-là, on peut rien faire, quoi. Si on est pris dedans, c'est pas possible. Juste un truc, j'imagine que c'est arrivé dans ce genre de tornade, mais ça doit arriver souvent. Quelle est la part de... vous croisez pas parfois des autorités qui vous disent n'allez pas plus loin? Est-ce que vous avez déjà des genres pas d'autorisation? J'imagine, je sais pas si ça existe, mais comment tu fais pour braver? Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, peut-être un policier, son rôle c'est de protéger les gens, et toi tu dis non mais t'inquiète, je passe, je connais, c'est un peu ça. Je vais dans la tornade là. Comment tu gères ce genre de situation? C'est un peu ça. Les shérifs, ils sont là souvent pour bloquer un peu la circulation. Ils sont habitués maintenant à la troupe des chasseurs, j'ai envie de dire. Et parfois, ça peut les arriver de bloquer complètement la route. Et de dire, en disant là, c'est pas possible, quoi. Mais généralement, il y a une relation de confiance un peu qui se fait avec eux. Non, même pas. On n'a pas le temps. Dans ces cas-là, on passe, on leur fait un petit signe en mode c'est bon, c'est ce qu'on fait. Parce que là, juste de ce qu'on voit. Là, t'es pas dans la tornade, parce que là, on voit le pare-brise, l'intégrale. Là, c'est un peu catastrophe. Là, il est en chill, là. Ouais, mais là, comment ça se passe? Là, t'es pas dedans, mais là, on a subi un peu ce jour-là, mais alors, donc, heureusement, il n'y avait pas de tornade. Mais c'est vrai qu'on s'est pris un orage vraiment très costaud avec des rafales de vent très fortes qui, en fait, ont projeté un débris sans doute sur la vitre arrière de notre 4x4 qui a explosé. Donc, on était ouvert aux 4 vents, il y avait la poussière qui est rentrée dans la voiture, c'était n'importe quoi. Et juste après, il y a la grêle qui est arrivée, des grêlons de 7-8 cm qui ont commencé à nous défoncer les pare-brises. Roland Garros. Ouais, voilà, par exemple. Il y a la même chose qui est tombée à Verdun il y a 3 jours. Ouais, les mêmes trucs, les balles de golf. C'est là. vrai? C'était les grelons les plus gros de France jamais enregistrés. Pardon, excuse-moi. Alors, pas tout à fait les plus gros jamais enregistrés, mais c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des aussi gros. Et la semaine dernière, il y a eu des orages très violents en France. D'ailleurs, nous, on était encore aux États-Unis, donc dans le Colorado, et puis on avait des journées pas terribles. Donc, avec mon pote, on regardait les orages en France. On était dégoûtés. Et du coup, PA tout à l'heure disait que parfois c'était un petit peu dangereux et tout. Est-ce qu'il y a des règles que vous vous fixez, des limites à pas dépasser? La mort. En général, uniquement. Ça, ils évitent. On essaye d'éviter ça. Et je dirais que jusqu'ici, on s'en est bien sorti à ce niveau-là. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'il y avait des chasseurs qui avaient été emportés. Heureusement, c'est les seules personnes qui sont décédées à ma connaissance, enfin les seuls chasseurs qui sont décédés sous des tornades à ma connaissance. Ça reste une activité finalement relativement safe. Nous, je dirais que les limites qu'on se pose, elles sont pas dictées. Enfin, il n'y a pas des règles vraiment précises. C'est juste on le sent, on le sait, quoi. À force de jouer avec l'orage, on sent la limite arriver, on sait le moment où il faut se repositionner, il faut se déplacer.
Et jusqu'ici, ça a plutôt bien marché. J'espère qu'on va pas faire là, un jour le geste de trop. Quoi. Ouais, vous êtes très expérimenté, c'est important aussi pour pas non plus être en mode hop, petite Clio, clac, clac, on est parti. Tu le disais, vous, c'est des voitures de loc. J'avais vu passer les Américains, mais il y en a, ils sont en tank, quoi. J'avais vu passer une photo, c'est genre solide, quoi. Ouais. Il y a des véhicules un petit peu faits sur mesure, effectivement. Ah ouais. La Batmobile. Ça a un vrai apport, ça leur permet d'aller plus loin, ça, par exemple, ou c'est l'Amérique? Non, clairement, ça leur permet d'aller plus loin. Ils vont pas crever les pneus et tout, c'est ça? Ils protègent tout? Ouais, alors les côtés du véhicule comme ça rabaissés, c'est surtout pour éviter que le vent s'engouffre sous le véhicule. Ah, et que ça te soulève? Ouais, c'est ça. Oh, ça la vache. éviter la prise au vent. Et d'ailleurs, même, alors pas sur ce modèle-là, mais il y a un autre véhicule qui s'appelle le Tornado Intercept Vehicle qui ressemble pas mal à ça. Et il a des vérins hydrauliques en fait qui le permettent de se planter dans la terre en fait sur le côté comme ça. Les panneaux s'abaissent et après tout se plante dans la terre. Et ça lui a permis de résister, en tout cas déjà à une tornade avec des vents à plus de 300 km/h une fois. Ah ouais. Ils ont quand même bien flippé dans la bagnole, mais il y a des images sur YouTube assez impressionnantes de cette interception-là en 2013. Une tornade qu'on a filmée aussi, mais nous on était à l'extérieur, on était à 1 km. Et c'était assez fou, quoi. Ah ouais. Et par rapport comment il fait pour louer des voitures, il perd la caution à chaque fois. C'est une question con. Tu sais quoi, je me laisse supposer quand il a parlé du pare-brise. À chaque fois, il dit oui, s'il y a la moindre erreur, c'est 1 500 € de franchise. Alors disons qu'on achète des assurances assez chères à chaque fois. Et voilà, donc jusqu'ici ça s'est bien passé. Il faut dire aussi que déjà la location de voitures aux États-Unis c'est une usine, hein. Il y a des millions de véhicules. Et ils sont habitués aussi à ce que les véhicules se fassent grêler. Donc en fait on revient et ils s'en foutent globalement. Vous allez faire quoi ce week-end? T'inquiète. Juste, on n'arrive pas avec notre casquette I Love Storm Chasing. Ouais, c'est clair. Voilà. Et t'as vu, parce que c'est vrai que j'avais entendu parler, alors encore une fois, les Américains, on les aime comme ça, qui tiraient sur les tornades. C'est un mythe ou une réalité, ça? Pourquoi faire? Alors, écoute, pour la repousser. Tu connais pas, tu connais pas le même? Ah non. Ah oui, Il y avait eu un shérif qui avait dit ne tirez pas sur les tornades. Ah non, je connaissais pas. c'est triste qu'on soit obligé d'en arriver là. Mais... Non, mais c'est ouf quand même. Ouais, non, on sait qu'ils sont assez portés sur les armes à feu, effectivement. On l'a vu tristement ces dernières semaines. Hein. Mais non, on n'a pas croisé, heureusement, des mecs qui allaient à ce point-là. Mais c'est vrai que depuis que Trump a parlé d'envoyer des bombes nucléaires dans les ouragans aussi, je pense que ça donne parfois des mauvaises idées. Ils disent viens pas chez moi, quoi. Mais t'avais une question, pardon, toi. Comment elle se fait, l'expérience du terrain? Parce que tu dis que c'est une de tes passions depuis 15 ans. Et tu as eu l'occasion en 2013 d'avoir l'une des plus grosses tornades du monde. Mais comment on peut avoir de la progression dans l'expérience? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis... Parce que moi, dans ma tête, c'est tellement extrême que je me dis que ta première tornade, ça reste quand même hyper dur à gérer. C'est dangereux, il faut avoir la notion. Comment tu as pu avoir cette expérience aussi vite? En fait, tout simplement, j'ai commencé à chasser en France. D'ailleurs, je continue à chasser en France aussi. Avant de chasser les tornades aux États-Unis, c'est la chasse à l'orage en France. Voilà, il y a moins de tornades en France, il y en a. J'en ai déjà observé en France aussi. Et puis, les orages, même s'ils sont moins forts en France, on commence déjà à percevoir parfois des indices qui nous servent ensuite, qu'on peut transposer aux États-Unis. Et une fois qu'on est aux États-Unis, c'est pas mal d'être... moi, en tout cas, pour mes premières chasses, j'ai été accompagné par des gens plus expérimentés qui m'ont aussi guidé un petit peu, qui m'ont montré les bons filons, les bonnes astuces. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a une transmission de savoir comme ça qui se fait entre générations. Et comme ça c'est... Ça, c'est en France, ça? Alors ça, c'est en France, justement. Ouais, c'est une tornade que j'ai observée en 2018 dans la Marne. Alors voilà, c'est un peu moins impressionnant que les États-Unis. Hein, c'est quand même. On est bien, là, déjà. Cet orage-là était bien vénère. Ça, c'est du Made in France, ça. Ouais, c'est du Made in France. C'était où dans la Marne? C'était exactement, je me souviens pas Bussy-Saint-Repos, je crois, le nom du petit village. Fort à GeoGuessr. Directement. Ouais, mais c'est vrai, vraiment. Du coup. Force de parcourir les routes de France, je commence à bien connaître. Et même les États-Unis, les grandes plaines. Tu arrives à en vivre, j'imagine, avec ta chaîne YouTube. Enfin, je sais pas. C'est encore un peu juste pour l'instant. Ouais, j'allais dire comment tu fais. Alors, déjà, est-ce que c'est ton activité principale et comment ça se passe? En fait, là, depuis cette année, je suis soutenu par le CNC pour la chaîne YouTube. Ah ouais, ok. Donc là, effectivement, je me lance à fond sur la chaîne YouTube. Je peux y passer tout mon temps, donc ça, c'est vraiment super. Mais avant, tu avais un travail à côté? Sinon, moi, je travaille dans l'audiovisuel à la base, donc ça m'aide aussi sur la partie images, vidéo, tout ça. Ok. Et voilà, j'ai travaillé un peu dans le documentaire télé. J'ai fait des documentaires sur les tornades, justement, pour des chaînes télé. Et voilà, maintenant, j'espère vraiment pouvoir me consacrer à fond là-dessus, sur YouTube. Et voilà. Et je disais un truc tout à l'heure, ça peut pas intéresser des gens que tu récoltes des données les après des tornades ou quoi, ce que je me disais. Je sais pas si tu peux vendre ce service-là, mais ça peut pas être intéressant. C'est vrai que nos images, elles ont déjà servi en fait pour des études scientifiques, parce qu'il est vrai que c'est très difficile de placer des instruments de mesure sur la trajectoire des tornades, même s'il y a des scientifiques qui essayent, notamment celui qui malheureusement s'est fait emporter
Voilà, lui, son travail, c'était de placer des grosses sondes comme ça sur la trajectoire des tornades. Et finalement, l'image, ça reste l'un des supports d'analyse les plus utiles et les plus intéressants pour les scientifiques. Donc oui, nos images servent parfois sur des grandes études, notamment sur la tornade d'El Reno en 2013, où ils ont regroupé toutes les images de plein de chasseurs et ça les aide à avancer sur la recherche là-dessus. Pour les comportements, etc., pour savoir justement comment ça se déplace. C'est quoi là du coup les prochaines images? J'imagine que là, tu es revenu avec pas mal de choses, on le voyait en exclu ici. Tu vas en faire une vidéo, j'imagine, de ce voyage? Tout à fait, ouais, je vais faire une vidéo de ce voyage. Et puis le but, c'était aussi cette année d'amener un petit peu plus de sens à ce que je faisais. D'habitude, c'était vraiment sur les expéditions, sur la partie orageuse uniquement. Et là, cette fois-ci, j'ai essayé d'aller à la rencontre des Américains, un peu de voir justement comment ils vivaient ce risque de tornade. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on nous demande la plupart du temps. En France, on nous dit, mais comment ils font pour vivre là-bas? Ils sont complètement fous, ces Américains. Pourquoi ils déménagent pas tous? Et en fait, on est allé les voir et puis on voit qu'ils vivent ça avec philosophie, ils sont habitués finalement, et donc voilà, on a été rencontrer des gens comme ce jeune homme qui a vécu d'ailleurs une tornade meurtrière en 2013, qui a failli y passer dans sa maison qui a été complètement rasée, donc ça c'est un témoignage assez émouvant qu'on a eu de sa part. Et voilà, je trouvais ça intéressant de voir ce qu'ils ressentaient et de voir qu'en fait, malgré tout, ils aiment bien vivre dans cette région, ils sont attachés à cette région. C'est leur maison, enfin, c'est là où ils ont grandi, leur famille, etc. Donc forcément, c'est dur de malgré des dégâts comme ça hyper importants, des scènes assez impressionnantes, les gens ont appris à vivre avec ça, ils ont les réflexes et finalement, ça se passe la plupart du temps bien. Pour la majorité d'entre eux. Écoute, Christophe, merci beaucoup d'être passé nous voir. Chronique chaotique sur YouTube, sur Instagram aussi. N'hésitez pas à donner tout simplement de la force à Christophe, un passionné, ça fait plaisir. Depuis tout à l'heure, je pensais que l'activité, c'était chasser l'orage, genre le faire partir. J'adore le truc. Ça suffit maintenant. Mais on préfère qu'ils viennent à nous. Christophe, merci énormément. En tout merci, c'était bravo. Ça fait super plaisir d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Je vais regarder toutes les vidéos cette nuit, je ne vais pas me coucher. Un vrai plaisir. Bonne soirée à toi, Christophe. Merci, bonne soirée. Repose-toi bien. Donnez-lui de la force sur. Je vous vois déjà dans le chat, etc. Ça vous a passionné. En même temps, c'est vrai qu'on sent 15 ans qu'il fait ça. Chronique chaotique, YouTube, Instagram, tout sortira et toutes les images justement sont tirées de chez lui. C'est ouf, hein. C'est impressionnant. C'était trop bien. C'est trop bien les passionnés de sujets qu'on maîtrise pas forcément. Et ça se voit que dans leurs yeux, ça les anime, ça rend heureux. Mais c'est sympa aussi d'avoir le côté, alors déjà le côté image est fantastique, mais c'est vrai en plus, c'est vrai que les Américains, t'as des zones où c'est leur quotidien, à chaque fois que ça soit aux infos ou quoi, c'est un peu leur vie en boucle, les photos incroyables, justement ça dit, trop content de le voir passer ici, les passionnés sont passionnants, c'était super, il vient de prendre 200 abos dans la minute, vous êtes 67 000, un peu d'effort s'il vous plaît quand même. Mais par contre, sans rigoler là, à Verdun, il est vraiment tombé des balles de golf. C'est fou, j'ai même pas vu ça. Parce qu'en fait, il y a eu la moitié, non même je crois 80% des départements étaient en alerte orange il y a 3 jours là. Ouais, c'était la merde. Je sais parce que c'était juste avant la TM Cup et je me disais tiens, peut-être il n'y aura plus internet dans tout Paris si tout est coupé. Si jamais. Non, je sais pas, mais en gros et donc je dis Verdun parce que j'ai vu les images de gars qui avaient des énormes grêlons dans la gueule et ils disaient que c'était l'une des premières fois et que ça avait pété les pare-brises et donc dans la rue tu voyais les pare-brises éclater un par un dans les rues. Enfin, apparemment c'était incroyable. Ça n'a pas fait d'accident genre parce que tu te fais assommer plus non, ça te tombe sur un... Ouais, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est gros. Après, tout à l'heure, c'était une balle de tennis. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais regarde. Oui, c'est vrai franchement, que ça tient dans la paume de la main. Et les gens disaient que ça pétait vraiment les pare-brises à la chaîne dans les rues et que ça déclenchait les alarmes de voiture, ça défonce les tuiles et c'est un truc de fou. C'est à Vichy, on nous dit justement Vichy, que ça s'est passé, mais Verdun. Vichy. Il y a le début, c'est déjà super.